Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Thierno Alassane Sall, le leader de la République des valeurs, a rendu visite cette semaine à Ndiaga Diaw, le responsable du Parti démocratique sénégalais à Thiès, qui a été blessé lors de la visite de Macky Sall à Thiès. Nous l'écoutons à ce propos. Il a été agressé autour d'une manifestation qui est le plus naturel. Et cet acte en lui-même traduit l'état de notre démocratie, parce qu'une démocratie, c'est la liberté de s'exprimer, de manifester, la liberté d'expression. C'était naturel que les citoyens lui expriment leurs sentiments sur l'état du pays et leur vécu. Et je pense que la première des choses, si on était dans une vraie démocratie, était que le président puisse s'arrêter, regarder les pancartes et échanger avec les citoyens. Parce qu'il n'est que le délégué de ces citoyens. Si on ne veut pas voir du rouge, il faut qu'on travaille à ce que les populations elles-mêmes ne voient pas rouge et ne sentent pas la nécessité de manifester. Macky Sall est arrivé au pouvoir grâce à un code électoral qu'il a détricoté largement depuis lors. Venez au dialogue, le temps d'une djudjat était terminé. Ça, c'est pour endormir les opposants et pouvoir accoucher d'un dialogue sur mesure et pouvoir dire, comme il est en train de faire, oui, on a fait un dialogue et j'ai accepté tout ce qui est consensuel. Alors bien, sachant que l'APR et le Benno Bokk Yakaar ne seront jamais d'accord que sous la dictée de Macky Sall. Ce que Macky Sall leur a dicté, c'est ce qu'ils amèneront au dialogue. Et donc, on pouvait tout à fait savoir qu'il n'y aurait pas de consensus autre que sur les points qui intéressaient Macky Sall. Car malheureusement, le président Macky Sall n'a pas la stature d'Abdou Diouf ni celle d'Abdoulaye Wade. Mais il serait contraint en ce moment-là, s'il avait les 4 appuis sur terre, de décréter devant le peuple entier qu'il n'a pas droit à un 3e mandat. De dire, puisque tout le monde sait que la justice du pays n'est pas une justice digne de confiance, que les citoyens, dans leur écrasante majorité, n'ont pas confiance à la justice, qu'il faut réformer la justice, qu'il faut revoir l'Assemblée nationale qui est à l'origine de beaucoup de nos fléaux, au lieu d'être la source de contrôle de l'action de l'exécutif. Le mouvement Vision 3T a initié des vacances agricoles pour participer au développement local de la commune de Thiénaba. Selon Maodo Dieye, président de la Vision 3T, ce programme attribué à l'agriculture entre dans le cadre d'un vaste programme de développement local pour mener les activités de Thiénaba dans la transparence. Nous écoutons à ce propos Maodo Dieye. Il est avec Ahmadou Bambali. Le mouvement Vision 3T a été mis sur place le 5 avril passé. Voilà, qui est un mouvement apolitique, donc un mouvement citoyen qui œuvre pour le développement durable de la commune de Thiénaba. Nos préoccupations majeures reposent sur une force de proposition, mais également sur des projets de développement communautaire. Certes, si vous vous rappelez bien, il y a un projet national qui a été lancé par son Excellence le Président de la République Macky Sall à travers le projet des domaines agricoles communautaires. Et je pense que notre nouveau projet repose essentiellement sur cette idée parce que c'est des jeunes de la commune qui se sont engagés pour s'investir dans l'agriculture. Et cela va nous motiver quand même, nous étant des fils de la commune, à s'investir davantage et à faire de bonnes productions à travers nos experts locaux. D'accord, c'est les membres d'abord du mouvement qui ont eu la volonté et ils cotisent pour concrétiser ce projet. Certes, il y a les leaders politiques qui nous soutiennent un peu partout, mais l'idée générale repose également essentiellement sur la participation et la cotisation des uns et des autres des membres du mouvement. On ne peut pas continuer à haranguer les foules ou bien à se reposer justement sur des revendications. Je crois que la jeunesse aujourd'hui doit apprendre à faire des propositions. Nous devrons apprendre à faire du travail, notre sacerdoce. Et je crois que le mouvement Vision 3T œuvre sur cette lancée et ce nouveau projet est venu uniquement pour concrétiser notre aspect travail qui repose dans notre acronyme. Je pense que Vision 3T, une nouvelle vision pour travailler Thiénaba dans la transparence, ce projet va apporter une nouvelle touche dans la commune dans le cadre du travail.
Bitumage de l'axe Méré-Koul-Baba Garage, les populations sont très remontées contre l'État du Sénégal. Les populations de Méré ont tenu un sit-in d'ailleurs pour dénoncer la négligence dont leur localité est victime. Elles rappellent aux autorités que la route leur est capitale. Boubacar Diop, que nous écoutons, c'est le porte-parole du jour. Nous sommes là à Ngadiam Ndiaye pour faire un point de presse par rapport à cette piste. Cette piste ça date de 1939. On nous a dit que c'est une Cheikh Baké Gaïmbé Fatma qui l'a mis qu'il avait tracé. Nous sommes réunis à Ngadiam Ndiaye pour dénoncer cette route qui date depuis 1939. Nous constatons beaucoup de choses à travers le vol de bétail, qui est tellement récurrent, parce qu'avec l'insécurité de la route, le problème de la santé, parce que si les femmes, nous évacuons des femmes à l'hôpital de Ngaïméré, ils risquent de perdre leur vie ou ils risquent de perdre leur grossesse en cours de route. Aussi, le problème de l'éducation pose problème. Si on affecte des directeurs d'école, on affecte des enseignants au niveau de cette localité, ils refusent de venir parce qu'il y a un problème de route. Parce que si nous on est en Ngadiam pour aller à Méké, on pourra faire beaucoup de temps pour aller à Ngaï parce qu'on n'aura pas de véhicules qui traversent pour aller à Méké. Ça, c'est des problèmes. Aussi, pour aller à Bambey, on risque de construire la voie pour aller passer à Ngaïméré, aller à Tuaon, pour prendre la route de Toubatoul pour aller à Bambey. Ça, c'est tellement long. Pour aller à Bambey jusqu'à Ngaïméré, on pourra faire moins d'une heure de temps pour aller à Bambey. Donc, c'est un problème de route, c'est un problème de mauvaise piste. C'est cette route-là qui date de 1939, qui englobe beaucoup de communes. Commune de Koul, commune de Toubatoul, commune de Baba Garage, commune de Bambey et commune de Diourbel, et commune de Fatick, donc qui englobe plus de 250 000 habitants. Il y a beaucoup de chefs religieux. Ici à Ngadiam, on a un chef religieux qui est là, qui se nomme Serigne Saliou Mbacké. À Thiarissar, il y a un autre chef religieux qui se nomme Serigne Fallou Mbacké. Donc cette route a une opportunité totale. Le collectif des prestataires gérants de kiosques de l'opérateur Orange Money a tenu un sit-in dans la semaine devant l'agence régionale de la Sonatel. Ils dénoncent ainsi leurs mauvaises conditions de travail. Nous écoutons à ce propos Bintou Dian, qui porte la parole donc du collectif. Elle est avec Adiba. Nous sommes les prestataires de Orange Money. Nous travaillons pour Orange Money. On est devant la Sonatel pour parler ce que la Sonatel nous exploite. On est fatigué. Chaque jour, chaque mois, on attend nos salaires et ils nous donnent des salaires misérables. Des salaires de 3 000 francs à 5 000, de 3 000 francs, je dis bien. Il y a ceux qui perçoivent de 2 000 francs, de 700 francs, même 600 francs, je n'ai vu. De 600 francs, il y a des régions qui ont un salaire de 600 francs. Ça, c'est une exploitation totale. Avant, c'est 40%, mais eux, ils ne respectent pas le contrat. Ils font ce qu'ils veulent. Quand on parlait avec nos chefs, ils disent que c'est à cause de la Sonatel, parce que la Sonatel a diminué les tarifs, a baissé les commissions. Donc c'est nous qui payons les pots cassés. Eux, ils veulent récupérer leurs clients, ils font plaisir à leurs clients, et c'est nous qui travaillons l'argent et personne ne nous respecte. Personne, définitivement. Jusqu'à qu'ils... On a décidé de fermer. Pour l'instant, on a fermé tous les caisses. On s'achemine vers la Tabaski, mais comme eux, ici c'est un mois de promotion. Eux, ils ne nous satisfont pas. Nous aussi, on va faire ce qu'on veut s'ils respectent nos conditions. Nos conditions, c'est quoi? C'est fixer nos salaires. La première chose, c'est de fixer nos salaires. La première chose qu'on est ici, c'est de fixer nos salaires. Nos salaires, nous voulons des salaires, nous voulons les 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 salaires. Lotissement
irrégulier dans la commune de Chérif Lo. Plus de 300 hectares de bornes détruites dans le site de Tchaoun Bambara par la DESCOS, selon le directeur des surveillances et de l'opération des sols ou de l'occupation des sols. Le site ne dispose pas d'autorisation de lotir venant des autorités compétentes. Nous écoutons à ce propos un extrait de Bassirou Diouf, c'est le chargé de com de la DESCOS. Cette opération est motivée par ce que vous voyez tous, un bornage sur des étendues à perte de vue, un bornage irrégulier parce que aucune assiette ne bénéficie d'une autorisation de lotir et selon le code de l'urbanisme, un bornage qui n'a pas une autorisation est un bornage irrégulier. D'où la mission de la DESCOS qui est chargée de contrôler tout ce qui est occupation du sol, de venir enlever les bornes et d'opérer aux actions qui doivent suivre dans de pareils cas. Parce que l'occupation du sol est motivée surtout par des lotissements qui sont corrélés ou bien qui dépendent de documents de planification urbaine majeurs. Ça peut être un plan d'urbanisme de détail que vous connaissez sous le vocable de PUD, un plan directeur d'urbanisme connu sous le vocable de PUD ou un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, SDAU. Et il se trouve que le triangle Dakar-Thiès-Mbour fait l'objet de deux documents de planification. L'aménagement du territoire a élaboré un document dans ce sens, mais la Direction générale de l'urbanisme aussi a élaboré un document dans ce sens. Donc on ne peut pas tolérer que des autorités territoriales se mettent à appliquer un bornage qui ne dépendent pas de ces documents-là. Parce qu'un lotissement, il est fait en fonction de la vocation que le document majeur affecte au sol qui est concerné. Malheureusement, sur aucune des assiettes concernées par ce bornage, il y a d'autorisation de lotir. Et le dommage, c'est qu'un lotissement qui n'a pas d'autorisation de lotir ne bénéficie pas des conseils de tous les services administratifs. Les années passent, mais Ousmane Tanor Dieng continue de faire pleurer les Sénégalais. Sa disparition est une pilule qui n'est toujours pas passée à travers la gorge des Sénégalais. Qui était Ousmane Tanor Dieng? Mamadou Saturne Dione. Tanor Dieng était un homme politique sénégalais né le 2 janvier 1947 à Nguéniène et mort le 15 juillet 2019 à Bordeaux. Il était notamment secrétaire général du Parti socialiste sénégalais de 1996 à 2019, date de son décès. Ousmane Tanor Dieng a obtenu sa licence en droit à l'université de Dakar, option relations internationales, et un DES en droit public. Il était également diplômé de l'école nationale d'administration ENAM, option diplomatie, et de l'école supérieure des travaux publics ESTP. C'est en 1976 qu'il commence son service au sein de l'administration sénégalaise où il occupe successivement les fonctions de conseiller chargé des affaires internationales au ministère des Affaires étrangères de 1976 à 1978, conseiller diplomatique auprès du président Léopold Sédar Senghor de 1978 à 1981, puis auprès du président Abdou Diouf de 1981 à 1988. En 1988, il est nommé directeur de cabinet puis ministre directeur de cabinet auprès du président Abdou Diouf, poste qu'il occupera jusqu'en 1993, année où il est nommé ministre d'État, ministre des Services et des Affaires présidentielles. Au sein du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng était membre du bureau politique dès 1988. En 1995, il était secrétaire général de la coordination départementale de Mbour et de l'Union régionale de Thiès. C'est en mars 1996 qu'il est nommé premier secrétaire du Parti socialiste et secrétaire national aux relations internationales. Parallèlement à ses fonctions au Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng était depuis septembre 1996 vice-président de l'Internationale socialiste. Autre
Autre chose, le réseau des Yayou Dara pour la protection de l'enfant, basé à Somme, a renouvelé son acte de solidarité à l'endroit des enfants pour se faire beau le jour de la Tabaski, tout comme les autres enfants. Nous écoutons à ce propos Fatou Anaba, une des Yayou Dara, qui se prononce au micro de Adiba. L'association Réseau des Yayou Dara pour la protection de l'enfant a été créée en mars 2013 à Thiès. Elle englobe donc dans tous les quartiers de Thiès, dans les 3 communes de Thiès. Nous avons des cellules à Thiès Est, nous avons des cellules Yayou Dara à Thiès Ouest, nous avons des cellules Yayou Dara à Thiès Nord. Donc l'association compte actuellement 26 cellules Yayou Dara, donc qui sont représentées dans les quartiers. Notre mission, c'est de protéger les enfants, tous les enfants, les talibés, les enfants de la rue, les enfants handicapés, les enfants en difficulté. Nous ne voulons pas qu'un enfant soit en difficulté, donc nous protégeons tous les enfants. Pourquoi nous habillons les talibés? Parce que la Tabaski, la fête de Aïl el-Harir, c'est une fête nationale et internationale. Et là aussi, nous voulons que les talibés, les enfants aussi issus de parents démunis soient heureux comme tous les enfants, comme tous les enfants du monde, soient heureux. Donc si nous pouvons aussi acheter des moutons, on le fera. Mais actuellement, notre moyen suffit pour les habiller. Et nous comptons habiller tous les daras. Actuellement, on ne peut pas habiller tous les talibés, mais dans chaque dara, on donne un lot, un quota. Mais notre souhait, c'est de donner tous les talibés qui se trouvent dans le dara. Alors là, on le fait pour leur faire plaisir, pour qu'ils soient heureux le jour-là, qu'ils soient beaux et propres. Au nom de la présidente Adja Aram Seck, vraiment qui a tout initié, qui a tout démarché en cherchant des partenaires partout. Une grande quantité de culture d'oignons est en train de pourrir entre les mains des cultivateurs de la fédération Pout, Cœur, Moussa et Gender. Ces agriculteurs livrés à eux-mêmes avec les dettes contractées auprès des banques ne savent plus donner de la tête et appellent à l'aide à l'État du Sénégal afin de décanter la situation. Ils étaient face à la presse pour exprimer leur désarroi. Nous écoutons à ce propos Daour Gueye, président de la Fédération des cultivateurs de Pout, Cœur, Moussa et Gender. Dire que c'était prévisible, mais à l'heure où on parle, nous, on essaie de lancer un cri de cœur au président de la République du Sénégal, parce que son ministre du Commerce a atteint ses limites. On a eu plusieurs réunions avec le ministre du Commerce, on a eu plusieurs réunions avec l'ARM. Ils ont atteint leurs limites. Nous avons produit des centaines de milliers de tonnes d'oignons. On n'a pas vu un commerçant qui nous dit combien ça coûte. Parce que ce qui a causé ça, c'est les agrobusiness. Les agrobusiness ont quitté l'Europe, ont venu au Sénégal prendre des surfaces et faire une production plus facile que nous. Nous, on a électrifié les champs. On a acheté du goudagro en Europe qui nous coûte extrêmement cher. On a utilisé des engrais qui nous viennent d'Europe qui nous coûtent extrêmement cher. On a fait la meilleure qualité d'oignon au Sénégal. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, l'État du Sénégal nous a laissés à nous-mêmes sans essayer de rien faire. C'est ça notre problème. Le problème qui se pose, c'est que c'est des jeunes braves, travailleurs disciplinés. On ne nous a jamais entendu parler à travers les télés ni les radios. Mais aujourd'hui, notre avenir est hypothéqué par l'État du Sénégal. Il faut le dire comme tel. Nous sommes actuellement surpris. Quand on fait tout ce qui est nécessaire, descendre sur la nationale, barrer la route, pourquoi pas aller en prison? On ne va pas mourir. On ne va pas mourir. On va faire ce qu'on doit faire. C'est de parler. Il faut que l'État du Sénégal nous vienne en aide. Il faut que le président nous écoute. Il faut que le président réorganise la commercialisation. Tabaski 2021, nos reporters continuent de sillonner les marchés de Thiès et de Dakar pour voir la situation. Cette semaine, nos reporters Fatima Seck et Moussa Mbaye ont longé les rues de la Médina, rue 31, pour aller retrouver les cordonniers. Djibigé et Daouda Faye nous présentent leurs articles, nous les écoutons.
Les clients arrivent progressivement. Par rapport à l'année dernière, le rythme d'arrivée est plus rapide. Ils viennent de loin. Il y a beaucoup de modèles. Le vert et le talon doré sont bien prisés par les clients. Les prix varient entre 3 000, 7 000 jusqu'à 10 000 francs. Cela dépend du goût du client. Le mauve foncé et le vert sénégalais attirent la clientèle. En tout cas, couleur mauve foncé avec vert Sénégal, Restons dans notre rubrique Tabaski qui s'intéresse aux vendeurs de moutons installés également au rond-point Liberté 6. Ils ne sont pas tranquilles, mais alors là, pas du tout. En cette période où le lieu reste un point essentiel de ralliement des clients pour bien vendre, on leur demande de quitter les lieux et ils ne veulent pas être déguerpis. Nous écoutons à ce propos Ibrahim Andao, vendeur de moutons. Il est avec Fatima Sek et Moussa Baye. En vérité, cette année, on a beaucoup de difficultés. Autant nous n'achetions ni eau ni autres denrées que nous utilisons. Mais cette année, on nous a demandé de quitter les lieux et de nous rendre à la foire pour vendre. Ça fait 20 ans que je vends ici, mais nous avons reçu aucune notification. Le préfet a attendu que nous nous installions pour nous demander de quitter les lieux. On ne connaît personne à la foire, on n'y détient pas de place. On ne connaît qu'ici. Nous sommes jeunes et nous n'avons que ça pour subvenir à nos besoins. Mais on nous menace de nous déguerpir dans les plus brefs délais. S'ils le font, c'est sûr qu'ils amèneront les moutons à la fourrière. On a de très bons moutons. Je sens que tout le monde pourra sacrifier un mouton de Tabaski. J'espère aussi que tout le monde y trouvera son compte. Ce qui se passe est rassurant pour le moment. Nous écoulons les moutons avec les cordes vertes que vous voyez ont été déjà vendus. Donc d'ici demain, nous comptons acheter d'autres moutons à vendre. Autre rencontre, un CRD spécial qui s'est tenu vendredi dernier à la gouvernance de Thiès. L'objectif principal était de discuter et d'échanger sur les phases nationales. La rencontre a vu la participation de l'ONCAV, du ministère des Sports et les autres entités de cette discipline. Maurice Nyon, l'adjoint du gouverneur chargé des affaires administratives, revient sur le projet d'organisation des phases des compétitions organisées par la région de Thiès cette année. Il est avec Moussa Baye. Comme vous l'avez dit, effectivement, nous venons de boucler un CRD consacré à la préparation des phases nationales que la région de Thiès a l'honneur de devoir accueillir cette année, du 21 août au 4 septembre. Le CRD a été convoqué et a vu la participation de l'ONCAV, du ministère des Sports à travers le directeur de cabinet, mais également des responsables des différents ORCAV et ODECAV, et naturellement des représentants des services techniques de la région de Thiès et de certains élus. L'objectif était donc de voir la présentation du projet d'organisation des phases. Quand je dis projet, ça renvoie à tout ce qui est prévu par rapport aux différentes disciplines, par rapport au nombre d'équipes et d'entités participantes, par rapport aux différents besoins qui ont été évoqués et nécessaires pour un bon déroulement des phases. Cela a porté sur les sites d'hébergement, sur les infrastructures nécessaires pour le déroulement des différentes compétitions. Cela a concerné également l'hébergement, toute la logistique nécessaire. Le budget également, c'est-à-dire les ressources financières nécessaires pour un bon déroulement des phases nationales à Thiès. Et après cette présentation, il y a eu un moment qui nous a permis d'échanger et d'écouter tous les acteurs. Et chacun dans son domaine de compétences a pris les engagements nécessaires. Donc vous comprendrez que l'administration au niveau de Thiès, tout comme les élus territoriaux qui étaient présents, ont pris l'engagement d'accompagner
le processus d'organisation des phases. Actualité nationale à présent, la troisième vague de la pandémie à Covid-19 risque d'être difficile pour le continent, d'après le président Macky Sall. Nous écoutons l'actualité nationale avec Fatou Fall. Actualité nationale, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 14 juillet 2021 au Palais de la République. Le président de la République invite à cet égard le ministre de la Santé et de l'Action sociale à intensifier la remise à nouveau des centres de traitement des épidémies, à poursuivre la dotation des structures sanitaires et des services spécialisés en intrants et équipements de première nécessité, mais également à mobiliser l'ensemble des personnels de santé afin d'asseoir la maîtrise rapide de cette nouvelle poussée de la pandémie. Le chef de l'État rappelle dans le contexte des préparatifs de la Tabaski, des vacances scolaires et des déplacements qui en découlent l'urgence d'impliquer les relais communautaires et les acteurs sociaux, notabilités religieuses et coutumières à ces jeunes femmes. Dans la sensibilisation des populations, mais surtout d'accélérer le déploiement de la campagne de vaccination de proximité avec l'acquisition effective de nouvelles doses de vaccins par l'État. La maison du parti à l'époque Sédar Senghor, la salle du bureau politique à Lamine Gueye est désormais la salle du congrès au nom du défunt Ousmane Tanor Dieng. Telle est la décision du secrétariat exécutif national du Parti socialiste pour immortaliser Ousmane Tanor Dieng à l'occasion du 2e anniversaire de son rappel à Dieu survenu le 15 juillet 2019. Dans un communiqué, le PS fait savoir qu'en ce sens, une cérémonie solennelle de baptême aura lieu ultérieurement sous la présidence d'Aminata Mbengue Ndiaye en présence des représentants de la famille de l'illustre disparu. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, des pluies diluviennes ont fait 19 morts en Allemagne cette semaine. Elles ont démarré depuis le mercredi 14. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Ndekoumba Fall. Démarrons l'actualité internationale par les pluies diluviennes qui tombent depuis mercredi 14 juillet, qui ont gonflé les rivières, arraché des arbres et provoqué des inondations dans l'ouest de l'Allemagne. Ces intempéries ont déjà fait au moins 19 morts, ont indiqué les autorités locales. Le précédent bilan était de 11 morts. Il a été revu à la hausse suite à l'annonce du décès de 8 personnes par le district de Skirchen en Rhénanie au nord-Westphalie. Mais ce bilan pourrait s'alourdir dans la commune de Schuld au sud de Bonn où 6 maisons se sont écroulées et d'autres menacent. Les autorités estiment qu'il y a environ 70 personnes portées disparues. Et puis la ruée vers les vaccins anti-Covid ces derniers jours en France contraste avec le retard pris dans les autres vaccinations, surtout chez les plus jeunes. D'après l'OMS, 23 millions d'enfants n'ont pas reçu les vaccins de base l'an passé à cause de la pandémie. Et enfin, le procès de l'opposant Joël Aïvo, candidat recalé à l'élection présidentielle du 11 avril dernier, s'est ouvert ce jeudi 15 juillet à Porto Novo. Il avait été arrêté au lendemain du scrutin en pleine rue. Et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, le poursuit pour atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment d'argent. C'était tout pour l'actualité internationale. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. C'était le journal hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. L'information continue via www.prestigechess.com. Bonsoir.